Bienvenue à Honnêtement vrai. Si tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle, de devoir bien paraître, mais aujourd'hui, tu as juste envie d'être honnêtement vrai. Ici, on met en lumière ce qu'on cache derrière l'image qu'on projette. On expose les illusions qui nous éloignent de nous-mêmes pour mieux se comprendre, reprendre notre pouvoir et revenir à ce qui est vrai pour nous. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Cette semaine, c'est un épisode solo. Je voulais faire un update de ma vie, mais de ma dernière année, parce que ça a été une grosse année difficile, de beaucoup de transformations. Puis, je voulais vous partager les choses qui me sont arrivées. Puis, sûrement, vous allez le remarquer, pour ceux qui sont des habitués. J'ai pas publié mercredi. J'ai pas publié mercredi parce que, c'est ça, je suis justement mercredi en train d'enregistrer cet épisode-là. Il y avait beaucoup de choses que je devais penser dans ma tête avant de pouvoir m'asseoir et livrer cet épisode parce que c'est quand même un gros épisode personnel pour moi. C'est pas toujours facile, mais là, je suis genre dans mon garde-robe avec mon micro, toute seule, avec mon café, ma grosse Bertha, ma Stanley Cup. Puis, fait que c'est ça, moi, j'aime ça vraiment faire ça, là, des solos juste en audio. On dirait que j'ai l'impression que c'est super intime, puis j'ai l'air de faire un journal intime à voix haute. Fait que, en gros, aujourd'hui, dans le fond, je vais faire un dernier retour sur ma séparation, puis sur pourquoi j'en parle sur les réseaux. Parce que c'est ça, comme je disais, ça a été après ça va faire bientôt 1 an que je me suis séparée. Fait que dans la dernière année, là, j'ai vécu une des années les plus difficiles de ma vie, les plus rock'n'roll. Je me suis fait frapper vague après vague par la vie, par plein d'affaires, pas juste la séparation, mais il y avait beaucoup de choses que je traînais aussi beaucoup sur mes épaules. J'en avais déjà parlé dans mon podcast, la séparation, dans la saison 1, l'année passée. Là, c'est ça, je veux aborder le sujet, là, juste pour clore. Dans le fond, c'est ça, c'est pour clore le sujet. Ça se peut que un moment donné, j'en parle ou qu'il y a des aspects qui soient connectés à ça, mais moi, j'ai plus envie d'en parler après ça. Genre, je veux plus donner d'énergie à ce sujet-là. Aussi, je vais parler de mon voyage solo au Mexique, parce que oui, je suis partie au Mexique à peu près 1 mois, toute seule, puis ça n'a pas tant bien été. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées pendant que j'étais là-bas. La vie n'avait pas fini de me frapper avec des vagues de marde. Fait que il y a ça. Puis aussi, ça a rapport avec le voyage, mais je vais parler aussi du décès de ma chienne Daifuku, qui a partagé ma vie pendant 14 ans. Ça aussi, ça a été la cerise sur le sundae pour mon année. Je commence par la séparation et ce qui m'est arrivé récemment. Je pense que pour ceux qui le savent, bon, c'est ça, je me suis séparée en juillet dernier, puis officiellement aux yeux du gouvernement, c'est en août. Mais après ça, c'est ça, je suis devenue maman solo. Puis après ça, j'ai saisi la cour en novembre. Et puis là, j'ai entamé des procédures judiciaires. C'est ça qu'on dit? En tout cas, un dossier légal à la cour. Ça a duré pendant... là, c'est ça, là, de fin novembre à fin juin. Parce que oui, le système judiciaire est très, très long. J'en ai parlé sur mes réseaux à 2 reprises. J'en ai parlé cette semaine, puis j'en ai parlé, je pense que c'était février-mars. Puis comme Cathy DiCaprio disait dans son épisode, des fois, ça fait vraiment du bien de le sortir. Parce que d'en parler sur les réseaux, tu te dis, ouais, c'est quelque chose de privé, mais pourquoi t'en parles publiquement? Ben, je pense que là-dedans, c'est le désir de se faire entendre. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de cathartique là-dedans. C'est genre, on dirait comme un purge. Genre, t'as besoin... Elle disait, s'il faut que je le gueule, ben moi, c'est comme, il faut que je le vomisse, il faut que ça sorte, il ne faut pas que ça reste en dedans. Puis il y a plusieurs raisons de le faire aussi, d'en parler ouvertement, parce que ça peut être comme une thérapie. Elle faisait référence à ça parce que à un moment donné, je pense que tout le monde a besoin de ventiler. Puis si ça reste en dedans, ben c'est
je pense que ça fait pas mal de ravages, même sur ton corps physique. Ça te ronge par en dedans, puis il n'y a rien de pire que ça. Je pense qu'il y a aussi une façon de le dire, tu sais, il faut faire attention. Il y a aussi une autre raison, c'est parce que tu veux que ça puisse rejoindre des gens qui, eux autres, traversent quelque chose de similaire. Je pense qu'il y a ça aussi que tu dis, OK, je suis pas toute seule, mais je veux aussi faire sentir aux autres qu'ils sont pas toutes seules aussi dans cette situation-là. Tu sais, il y a des femmes aussi qui se sont séparées, il y a des mamans solo. Moi, je consomme beaucoup du contenu. Maintenant, l'algorithme me pousse beaucoup des choses sur maman solo, d'autres sujets que je ne vais pas dire, là, mais des mamans qui vivent des choses difficiles, qui se sentent seules, tu sais, dans des situations comme ça. Moi, tu sais, je veux vraiment juste, je pense que c'est nécessaire quand tu partages ton vécu, que ça puisse résonner quelque part comme un effet miroir pour que quelqu'un se fasse comme « Ah, OK, genre, elle vit ça, wow, OK, au moins, je me sens pas seule là-dedans, tu sais. On se comprend, tu sais, c'est un peu ça. Mais tu sais, si je suis honnête aussi, c'est que moi aussi, je veux pas je veux me sentir moins seule. Tu sais, l'envie d'être entendue, c'est pas d'être seule avec toutes ces pensées-là ou toutes ces émotions-là qui sont en train de bouillonner. Fait que c'est une certaine façon aussi surtout la situation que j'ai vécue, d'être validée dans ce que je traverse. Parce que je pense au début, quand ça m'est arrivé de sentir comment je me suis sentie, c'est trahi. Fait que j'ai senti une forme de trahison. J'ai senti que tout remontait à la surface. Puis là, je peux pas... Tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que ça... C'est comme... Tu dois te taire pour des raisons légales, mais après ça, un moment donné, là, c'est beaucoup à porter, là. Puis j'en parlais à mon entourage, des gens proches de moi, fait que ça m'aidait. Mais un moment donné, j'étais comme... Je sais que la personne, l'autre bord, est en train de propager des propos sur moi, puis je sais que c'est pas vrai, puis là, je suis comme, il faut que je rectifie la situation, puis je veux que les gens, comme, valident ce que j'ai vécu, faire comme, ah oui, Ziza, tu sais, comme, il y a ça aussi, là, que tu essaies de chercher. Aussi, des fois, tu as l'impression de dire, est-ce que je suis folle? Est-ce que ce que j'ai vécu, genre, est-ce que c'est moi qui hallucine? Tu sais, il y a ça aussi, là. Fait que tu veux que quelqu'un dise « Ah, mon Dieu, non, c'est pas normal. Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé. » Ou genre « Wow! » Tu sais, c'est comme, ça fait du bien que quelqu'un valide ce que tu sens à l'intérieur puis ce que tu essaies de mettre des mots dessus parce que des fois, tu as l'impression que quand quelqu'un, l'autre bord, essaie de réécrire l'histoire ou de gaslighter, on dirait que tu as l'impression que tu vas devenir folle ou tu es en train de devenir folle puis que tu hallucines. Fait que c'est le pire feeling. Fait que il y a ça aussi, là, d'essayer de voir si le monde voit comme toi, tu sais. C'est ça que je me suis rendu compte. À chaque fois que tu t'ouvres publiquement, les gens, là, ils en font leur propre interprétation. Tu sais, j'ai appris ça. Parce que t'as beau dire « Ah, je vais publier une story puis j'ai une certaine intention avec ça, mais il faut faire attention parce que quand tu publies, surtout, genre, que ça a un lien, parce que ça peut être relationnel avec quelqu'un d'autre, tu dois faire attention à tu sais, pas trasher l'autre personne, à pas nommer, à pas attaquer directement. Mais c'est ça, les gens, tu sais, vont faire leurs propres conclusions selon ce qu'ils savent déjà ou s'ils connaissent la personne. Tu peux rien décider, tu peux rien faire là-dessus, là. Genre, t'as beau avoir la meilleure intention puis dire je partage ça pour juste transmettre un message ou, tu sais, juste par bienveillance ou, tu sais, t'as pas de mauvaise intention, mais quelqu'un va faire comme check là qui trash ou check, tu sais, comme c'est ça, là, tu sais. Bref, on n'a pas le contrôle là-dessus, là. Fait que, tu sais, je me suis posé la question aussi, là. Je dis, pourquoi j'en parle publiquement si c'est un aspect privé de ma vie? Parce que beaucoup de monde garderait ça pour eux, là. Je pense que j'ai probablement gardé ça trop longtemps à l'intérieur de moi, là. Ça fait longtemps, là, même depuis le début de la relation, là, que je pense que j'ai gardé beaucoup de choses en dedans puis que j'ai voulu... Je voulais tellement que ça sorte, je voulais l'exprimer, mais j'avais tellement de la misère à bien l'exprimer. À un moment donné, je voulais écrire. Après ça, j'ai pensé au podcast. Puis juste de parler dans un micro, c'est drôle, là, mais on dirait que ça fait terriblement du bien. Pour moi, c'est comme une thérapie, on dirait. Fait que c'est ça, j'ai tellement souffert en silence pendant beaucoup trop longtemps qu'à un moment donné, là, j'avais besoin d'ouvrir la valve, là. De besoin de me faire entendre, mais aussi qu'on me valide. C'était vraiment important, là. Mais je pense qu'il y a ça. Puis aussi le fait que je sais que l'histoire n'est pas racontée de la même façon.
que je l'ai vécu. Fait que ça, j'ai de la misère aussi à accepter ça. C'est quelque chose que, mais j'ai moins de misère aujourd'hui parce qu'il faut laisser aller, il faut lâcher prise. On n'a pas le contrôle de ce que quelqu'un peut véhiculer comme message. Tu sais, je vais faire une parenthèse. Cette semaine, je pense que ça fait à peu près une semaine ou deux, j'ai commencé à avoir des commentaires très, très négatifs sous certaines vidéos. Puis, tu sais, ça venait beaucoup d'hommes aussi. Là. Je pense que j'ai fait un reel aussi là-dessus là, pour montrer à quel point qu'il y avait des hommes qui essayaient de dire comment je devrais me mansplainer, là, comment je devrais me sentir, comment j'aurais dû vivre telle situation. Tu sais, ça n'avait pas sa place. Là. Puis je comprenais pas pourquoi tous les hommes venaient en dessous de ma vidéo juste pour essayer de me trasher puis de me dire que, genre, c'est moi le problème, là. Tu sais, quand je parle de mon corps en tant que femme, que je parle de mes insécurités corporelles, puis que je suis vulnérable, il y a quelqu'un qui a un mot à dire pour dire c'est ta faute, non, 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 non. Je suis comme, ben justement, genre, j'ai-tu le droit de réfléchir à voix haute? Je suis justement en train de faire ça, là. J'assume rien, je suis en train de réfléchir à voix haute. Puis là, il y a des hommes qui sont comme, tu sais, tu te compliques trop la vie. OK. Genre, mais ça change quoi? J'ai-tu le droit de réfléchir? Fait que là, c'est ça. Fait que là, je pense que c'est une fille. Ça me semble être une fille. Il y a une personne qui a fait une petite recherche sur cette personne. C'est pas moi, mais elle avait l'air d'avoir un ami en commun, puis que c'est ça qui est bizarre. Elle avait l'air d'avoir un ami en commun, mais qu'elle savait par rapport à mon opération à 18 ans. Puis que là, finalement, ça s'est révélé que c'était une de mes invitées, ce qui fait vraiment pas de sens. Puis que était en tabarnak parce que j'ai évité cet invité-là. Puis que cet invité-là, ben vous savez sûrement c'est qui, là. Parce que, tu sais, on parle de violence psychologique, puis que, en tout cas, il y a eu du monde qui n'étaient pas contents que je lui donne l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer sur sa reconstruction. Fait qu'il y a des gens qui n'ont pas compris l'angle éditorial ici. Surtout après des années et des années, après le cancel. Elle a dit que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vais m'assurer de dire à tout le monde que t'es aussi pourri qu'elle. Là, j'étais comme, wow, OK. Fait que tu me connais pas. Je pense que tu n'écoutes même pas mon podcast, ou je pense qu'elle l'écoute parce que l'information sur l'opération, il fallait absolument que tu écoutes mon épisode parce que j'en parle pas à tout le monde là, de ça là, dans ma vie privée, là. Puis je le crie pas sur les réseaux non plus, là. Fait que je trouvais ça vraiment bizarre. Et de commencer à dire « je vais nuire à ta réputation » quand j'ai agressé personne, j'ai pas fait... Tu sais, je veux dire, les gens qui me connaissent personnellement savent que j'ai un bon cœur, puis ça fait bizarre de dire ça, là, mais je le sais, c'est vrai. Mais je pense que si tu écoutes mon podcast, tu vas sûrement le capter. Mais tu sais, j'ai juste des bonnes intentions envers les gens. I care so much à propos des gens autour de moi que je trouve ça vraiment bizarre d'essayer de faire un smear campaign ou de salir ma réputation juste pour ça. Je sais que j'étais un target facile. Dans sa haine. Puis des fois, je comprends pas les gens pourquoi ils ont autant de haine comme ça après des années. Mais ça, c'est leur problème. C'est quelque chose que il faut qu'ils deal avec. C'est pas mon problème. Mais j'étais juste comme... Je peux rien faire, là. Tu sais, elle a décidé qu'elle m'haïssait avec genre, go for it, là. Continue, là. Je sais pas je peux te dire que je suis pourrie, là. Mais moi, je connais ma valeur, là. Une chance, j'ai travaillé sur moi, là. Parce que... Il y a des années de ça, je pense que ça m'aurait vraiment, vraiment impacté. Bref, je continue. Je ferme ma parenthèse. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même difficile quand les gens d'une certaine, pas de mon entourage, mais de l'autre entourage, se font dire des choses à mon propos qui n'est pas la vérité. Puis tu peux pas rien faire par rapport à ça. Aussi, il y a une autre raison pourquoi j'en parle ouvertement sur les réseaux, c'est pour défaire mon image qui me semble trop lisse, trop parfaite, parce que c'est une page Instagram. Puis c'est ça que ça donne comme impression. Tu sais, je pose souvent tu sais, tout le monde fait ça, là, mais je pose souvent des belles images, tout est comme curated. Puis souvent, dernièrement, il y a beaucoup de gens qui m'ont rencontré pour la première fois, puis le commentaire, qui m'ont dit que j'avais l'air d'avoir mes shit together. Puis que genre, j'ai l'air smooth, puis genre d'une personne qui a tout all figured out, bien handled. Puis là, je suis comme,
Hein? C'est ça que tu perçois de moi? Que j'ai l'air vraiment tout en contrôle, là? Là, je suis comme, ouais, c'est sûr, c'est mon ascendant Capricorne. Non, vraiment pas, là. Vraiment pas, là. C'est ce que je dégage, mais c'est pas ce que je suis réellement. Je suis comme si tu connais ma vraie nature, tu saurais comme que je suis pas réellement comme ce que j'ai l'air. Fait que là, les gens qui m'écoutent, qui ont vu ma page Instagram, ça, c'est une version vraiment peaufinée, là. Puis je pense, c'est ça, comme je dis, tout le monde, c'est ça, là. Faut se le rappeler, là, que chaque page Instagram, ce n'est pas la réalité de la personne. C'est seulement du cherry picking, de prendre certains moments de ta vie puis de les mettre dans le spotlight puis de l'embellir, tu sais. Ça ressemble plus à ça. Parce que, tu sais, c'est ça, on montre toujours nos beaux côtés, mais c'est tellement fucking pas vrai, là. C'est la vraie vie, là, c'est exactement ce que je mets dans mes stories. Ce que j'ai raconté cette semaine, ce que j'ai dû vivre pendant la dernière année, c'est ça, la vraie vie. Puis on va pas se mentir ici, ça s'appelle honnêtement vrai, fait que c'est ça, c'est la vérité. Puis la vraie vie, des fois, c'est chaotique. Tu peux bien aller, bien pouvoir bien paraître, bien aller dans les apparences, mais à l'intérieur de toi, peut-être que tu es tout le temps dans l'anxiété totale, tu pleures dans ta douche, tu as des breakdowns, tu as envie de te frapper la tête dans le mur, genre tu sacs pendant que tu es pogné dans le trafic. Tu sais, il y a plein de choses là, qui se passent en arrière-scène, là. Pourtant, on montre juste le beau sur Instagram. Fait que, ouais, guys, faut se le rappeler. Fait que là, cette semaine, j'ai finalement fermé le dossier à la cour. J'ai eu une entente. Par contre, j'ai passé la journée au palais de justice avec nos avocats respectifs puis le juge, un juge qui agit comme médiateur. C'est qu'on appelle ça une CRA. Mais je vais vous expliquer un peu le processus, là. Assez simple. On appelle ça une conférence de règlement à l'amiable. C'est une façon que deux parties puissent trouver un terrain d'entente à l'amiable. Très difficile, mais ça peut se faire à l'amiable. Puis, dans le fond, tu t'assis, tu t'en vas au palais de justice, puis tu t'assois à une table. Il y a un juge qui agit comme médiateur, un juge qui a eu beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate. On a chacun nos avocats, puis dans le fond, c'est une façon c'est une grosse négociation. Fait que faut le voir de même, là, chacun prend sa position, puis après ça, c'est off contre off, off contre off, off contre off. Fait que juste pour vous mettre en contexte, fait que ça a duré 10 heures. Ça a été très prenant. Ouais, 10 heures. 10 heures à genre dealer avec tout ça. J'ai pleuré 2 fois, j'ai sacré pas mal, même devant le juge. J'ai souvent mis ma tête, genre, tu sais, les mains, là, genre, dans ma tête, là. Puis j'ai genre fait, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Puis là, le moment donné, il y avait de quoi qui se passait. J'allais pleurer dans les toilettes. J'en revenais, puis j'étais juste comme, je suis plus capable. Je suis plus capable. Si, j'en peux plus. J'en peux plus. Tout ce que je voulais à la fin, c'était la paix. Tout ce que je voulais, c'était obtenir ma liberté. Mais je voulais passer à autre chose. C'était ça que je voulais le plus. Parce que vivre du stress légal, je le souhaite à personne. C'est une des pires choses que j'ai genre vécu dans la dernière année. Ça, puis le deuil de ma chienne. Mais, tu sais, c'était vraiment difficile là, parce que ton système nerveux est constamment en fight or flight. J'étais constamment en train d'être sur mes gardes, de me dire comme qu'est-ce qui va arriver après. Tu sais, je connaissais pas comment le système judiciaire fonctionnait, là. Je connaissais pas le droit familial. Moi, je me fiais beaucoup sur ce que ChatGPT me disait parce qu'honnêtement, j'avançais dans un terrain inconnu. Je savais pas comment ça se déroulait, les procédures, comment on fait une demande, comment on appelle ça, comment on rédige une réplique, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit dire, pas dire, assembler les preuves. Tu sais, il y a tellement de choses. Hey, sérieux, là, j'ai passé à travers au-dessus de 1 an à 2 ans de messages, textes, de revoir tout, tu sais, de revivre certains moments, que les gens lisent des moments qui ont été entre deux personnes. Ça aussi, là, t'es comme,
voir qu'on est devenu un spectacle. Genre, on est devenu comme une relation, tu sais, comme qui est mis, genre, de même, comme un show, qu'il y a là, il y a un juge qui décide, interprète, puis après ça, qui tranche, tu sais, en 15 minutes. Chacun a 15 minutes, le juge tranche. Ou, tu sais, comme tout le monde, les avocats regardent ça, puis j'ai l'impression que c'est comme, on donne un show, là. J'ai l'impression d'être une bête de cirque, là. Tout était plus privé, tu sais, tout était, ben c'est privé, je veux dire, il n'y a personne qui peut voir ce qu'on s'est entendu ou c'est quoi qui s'est passé. Ça reste entre nous, mais c'est comme si, c'est ça, je disais, c'est comme si notre aspect de relation, qui n'est plus une relation, mais qui s'est rendu la coparentalité, là, il doit avoir des intervenants dedans. C'est très intrusif. C'est d'ouvrir la porte à plein de monde qui peut venir se prononcer dans ta vie, dans comment les choses vont se passer dans ton futur. Il faut laisser aller du contrôle dans ces situations-là, mais des fois, tu n'as pas le choix d'arriver à ça. Si quelqu'un me demande, genre, ben, pourquoi tu es dans une situation comme ça, je ne peux pas répondre parce que je peux pas trop divulguer, mais en même temps, il y a une raison pourquoi deux personnes, à un moment donné, se ramassent à ce niveau-là. Puis ça, je le souhaite à personne parce que c'est vraiment pas une situation facile à vivre. Puis c'est beaucoup, beaucoup de stress, c'est beaucoup d'anxiété. Quand les gens sont comme « Wow, t'as perdu tellement de poids! » Même si cette année, mes parents étaient comme « T'es rendu tellement maigre! » Ben, c'est parce que je vivais quelque chose d'assez lourd et d'assez intense, là. Ça prend beaucoup d'espace mental aussi, là. Moi, j'étais constamment drainée, là. Comme à la fin, là, j'étais soit sur le bord d'un burn-out ou une dépression, là. Parce que, surtout avec la situation avec ma chienne, c'était lourd aussi, là. Elle était malade, ça allait vraiment pas bien. Fait qu'elle était en couche aussi. Fait que j'avais 2 couches à gérer, des médicaments. Elle faisait juste chier, pisser constamment. Fait que elle avait plus le contrôle, là. Fait que ça sortait constamment, genre, de même. Puis là, à un moment donné, ça sentait à marde. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ah non, elle s'est laissée aller. Puis, tu sais, il y avait tout qui me drainait vers le bas. Fait que, tu sais, si on met tout ensemble, ça fait. C'est une grosse année difficile, là, qui a été vraiment éprouvante. Mais tu sais, je me dis, à travers ça, je me dis, wow, tu sais, puis quand je suis sortie de là, mes avocats étaient comme, je sais pas comment t'as fait. Parce que, tu sais, d'avoir enduré tout ça, mais aussi d'avoir enduré 10 heures, là, de négo, là. Puis moi non plus. Je suis comme, mais je me dis, hey, tu sais quoi, je pense que, j'ai fait 10 heures de travail sans épidural. C'est pas un exploit, là, mais c'est quand même assez douloureux, là, on va se le dire. Fait je me dis, tu sais, je suis capable d'endurer pas mal. En fait, c'est ça, tu sais, je réalise mes forces, tu sais. Je suis comme, hey, je suis beaucoup plus endurante que je pensais. Je suis beaucoup plus résiliente. Puis des fois, on sous-estime notre force, là. C'est fou. On a un feu intérieur, là, mais des fois, wow, on est là, on essaie de l'éteindre ou on essaie de pas la, tu sais, de pas la laisser trop brûler, tu sais, mais c'est fou comment on est plus incroyable qu'on le pense ou plus forte qu'on le pense. C'est ça qui est. En tout cas, wow. Puis c'est ça, puis ça m'a fait penser aussi, tu sais, le fait que c'était vraiment difficile de passer 10 heures à négocier, tu sais, constamment. C'était vraiment, vraiment difficile. Fait que j'ai fait un lien avec ma cérémonie ayahuasca de ma fête le 22 juillet. C'était une des cérémonies les plus difficiles que j'ai vécues. Parce que j'ai passé tout le long de la cérémonie. Puis ça aussi, là, tu sais, tu passes à peu près 5-6 heures durant toute la nuit à vivre des choses vraiment désagréables. Tu sais, revivre des peurs, des traumas, tout, là, tout remonte, là. Puis là, toi, tu t'assois là-dedans, là, dans l'inconfort. C'est ça, l'affaire, c'est que j'ai appris à m'asseoir dans l'inconfort parce qu'avant, j'évitais. Je fuyais constamment. Fait que là, puis surtout, comme j'en ai déjà parlé, là, puis je ne vais pas rentrer dans un blablabla de ayahuasca, là, mais quand tu fais ayahuasca, qui n'est pas un trip de drogue juste pour faire triper, là, c'est pas ça pantoute, c'est que tu souvent, des fois, il y a un moment donné que ça t'arrive par vague. C'est souvent comme des vagues de nausées, puis le moment donné, tu vomis. Puis le moment donné, tu as un peu de répit, tu te sens mieux, puis après ça revient. C'est comme quelque chose d'autre que tu dois aller comme affronter et tout, là. Fait que là, moi, cette cérémonie-là, j'étais
constamment couchée en position genre fœtus. Puis, je ne bougeais pas vraiment. La plupart du temps, je me disais, dans ma tête, là, les messages, là, c'était comme, pourquoi je me fais ça? Pourquoi je me fais ça? Je suis plus capable, je suis plus capable. Pourquoi je me fais ça? Puis, moi, dans mon ego, là, ma partie plus, en fait, ma partie plus rationnelle, était comme, voir, tu fais genre de l'ayahuasca, puis tu te mets à souffrir comme ça, genre, c'est quoi? Non, voyons. Mais là, l'autre partie est comme, non, 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 il y a autre chose. Il y a pas, c'est pas genre je me fais souffrir, c'est parce qu'il y a de quoi que je suis en train de vivre. Puis, il y avait quelque chose. C'était comme, il y avait une leçon à intégrer là. Puis, comme j'en ai parlé plusieurs fois, tu intègres jamais right away, là. C'est dans ta vie. C'est quand tu reviens de la retraite, que quand tu arrives dans la vraie vie, que c'est là le plus grand travail. Le plus gros travail, c'est de mettre en pratique, d'intégrer la leçon, ce qui est vraiment beaucoup plus challengeant. Là, pendant que je vivais cette cérémonie-là, c'était souffrant, je me faisais aucun fun. Je vomissais beaucoup, j'ai l'impression de vivre un accouchement. Fait que, tu sais, quand j'ai vécu cette journée-là au palais de justice, j'ai genre fait « wow », on dirait que j'ai revécu cette cérémonie-là, mais d'une certaine façon. Puis là, on dirait que c'est comme si je me dis « wow, je pense que j'ai intégré ma leçon ». Quand tu fais plusieurs heures de t'asseoir dans le contrôle, de t'asseoir dans l'inconfort, ça te shape, veut pas, là. Surtout que j'en ai fait 5. Fait que, tu sais, j'ai comme appris que fallait que je m'assoie dans l'inconfort. Puis aussi, je me rappelle que des fois, là, t'as beau avoir toute la volonté du monde, là, toute la volonté du monde, là, de te lever puis dire « fuck that shit, je m'en vais ». Genre, tu peux, c'est comme, quand je me suis fait piquer par un scorpion, là, aïe, aïe, que j'aurais aimé ça, me lever puis faire ah, puis partir, là, parce que faire comme, qu'est-ce que c'est ça? Genre, je veux pas rester là, je sais même pas il est rendu où, parce qu'on c'est complètement noir autour de toi. Hey, j'avais envie de sortir, là, du Maloca, là, genre comme, ou d'aller aux toilettes, ou genre d'aller me promener, juste faire comme, je reste pas ici, mais aïe, aïe, que la médecine a fait juste exprès, tu sais, je vais le dire en anglais, là, mais elle te compelled à rester là, assis sur ton tapis, là, puis d'endurer là, ce qui s'en vient. Là. Et comme tu te sauveras pas, là, tu vas affronter ce que je vais te montrer. Là. Genre, tu restes assis sur ton tapis, puis tu deal with it. Puis là, t'es comme, c'est une torture, c'est une souffrance. Il n'y a rien, je te dis, il n'y a rien de tripant à faire de l'ayahuasca dans le jungle la nuit, là. Quand les gens pensent que c'est un trip, là, enlève-toi ça de la tête, là, c'est pas un trip, là. Fait que, ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est la même chose. Tu sais, des fois, la vie, genre, elle va t'amener des vagues de souffrance, de difficultés, puis il faut apprendre à rider la vague, mais tu sais, à pas s'enfuir, mais à vraiment rester assis dans l'inconfort. Puis souvent, on va se tourner vers l'alcool, la drogue, la bouffe, le sexe, etc. On va essayer de trouver des dépendances juste pour s'évader parce que tu veux pas rester dans cette souffrance-là, dans cet inconfort-là. Mais c'est de même qu'on ressort plus fort de l'autre bord de la vague parce que on est resté jusqu'au bout. Puis finalement, on voit la lumière au bout du tunnel. Parce que la lumière revient toujours quand tu passes la noirceur. C'était-tu beau, ça? Il y a quelque chose que ça m'a fait réaliser, hein, l'histoire de séparation, que ça vient toucher quelque chose chez les gens. Vraiment, là. Parce que peut-être, je pense qu'il y a un côté vraiment drama que les gens aiment, peut-être un côté voyeurisme, ou peut-être que les gens aiment voir les gens parler ouvertement de leurs problèmes ou de leurs struggles pour dire, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose de malsain? C'est un plaisir qui peut-être qui trouve de voir quelqu'un de parler de ses problèmes, je sais pas. Parce que je pense qu'on est beaucoup plus nombreux aussi qu'on le pense à vivre des affaires difficiles derrière des portes fermées. Tu sais, moi, je dis, tu sais, regarde tel couple, ça fait au-dessus de 10 ans, ils vivent un long fleuve tranquille. Mais pas sûr que c'est juste un long fleuve tranquille. Il doit y avoir des choses qui se passent derrière les portes, là. Puis c'est ça que je pense que quand les gens en parlent ouvertement, soit que ça résonne ou soit que les gens font comme « Oh, eux autres aussi ».
C'est intéressant, ça. Puis, tu sais aussi, je tiens à dire que mon épisode sur la séparation dans la saison 1, j'en ai parlé au début, ça a longtemps été l'épisode le plus écouté du podcast. Moi, j'ai rien compris, là. J'ai rien compris pourquoi c'était. Souvent, là, j'étais étonnée. J'étais comme, mais voyons voir que c'est l'épisode le plus écouté jusqu'à date. Comment ça? Pourquoi les gens s'intéressent à ma séparation? Parce que ça doit sûrement être ça, parce qu'il est marqué séparation dans le titre. Je me pose la question, je suis comme. Pourtant, c'est un épisode de update sur ma vie où que je parle ouvertement de ce qui m'est arrivé dans les derniers mois. Puis je suis comme. C'est quoi. Pourquoi ça pogne tant? Mais c'est là, ça m'a fait vraiment réfléchir. Puis montrer à quel point je suis vraiment surprise, là. C'est que des fois, tu sais, mettons, là, j'ai partagé mon histoire dans mes stories, là. Puis là, j'ai réalisé à quel point ça s'est propagé beaucoup plus loin que je pensais. Je me pose la question, genre, à quel point ça a suscité la curiosité des gens. Tu sais, si tu as vu mes stories, là, tu vas peut-être comprendre, là, je me suis dit que j'aime mieux dire la vérité au risque de passer pour la vilaine. Parce qu'à un moment donné, là, protéger son image, là, ça devient épuisant. Moi, là, j'aime mieux parler de comment je me sens que de protéger mon image. Puis ça, je l'ai appris au fil des années. Parce que si j'ouvrais ma gueule, puis je disais ce que je pensais à voix haute, tout de suite, on m'étiquetait comme une vilaine. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, je peux pas regarder ça en dedans, puis pas dire la vérité, puis rester petite. Fait que, tu sais quoi? Si je suis la vilaine dans ton histoire, fine. Mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis je trouve que ça fait énormément de sens avec le but du podcast parce qu'ici, on focus beaucoup plus sur le ressenti que sur l'image projetée. C'est vraiment, vraiment le but du podcast. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'en parle pour fermer le chapitre. On clore tout ça. J'avais besoin aussi d'en parler, là. Je pense que je me suis réveillée aujourd'hui puis j'ai senti vraiment un shift, là. J'ai vraiment senti un shift parce que j'ai vraiment l'impression de pouvoir enfin respirer un peu plus. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je le dis, là, ça fait comme quelques jours, je le dis, là, je sens le vent tourner. C'est sûr que ça doit être parce que Jupiter est rentré en Lion hier. Le monde va faire comme tabarouette. Mais non, sérieux, là, je le sens que le vent tourne parce que moi, il y a beaucoup, beaucoup de chapitres qui se sont terminés dans les derniers mois. Beaucoup de... j'ai mis fin à une collaboration, ma chaîne est décédée. Là, j'ai terminé la super saga avec mon ex. Fait que, tu sais, tout est en train... Tu sais, toutes les portes se ferment. On barre la porte. Tu sais. Puis je pense qu'il y a sûrement des gens qui ont dû vivre ça ou qui vivent ça en ce moment. Comme tu le sens quand l'énergie est en train de shifter. Si tu es moindrement comme sensible aux subtilités, là, tu peux faire ah, tu sais, il y a quelque chose, il y a un nouveau chapitre qui s'approche. Là. Puis je le sens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fins, comme l'année passée, 2025, l'année du 9, beaucoup de fins de chapitre. Mais là, on dirait qu'on est en train, là, moi, je sais que on dirait la moitié de l'année, là, c'était encore du clean-up, là. Il y avait encore du ménage à faire. Mais là, Jupiter entre en Lion le 30 juin, puis là, ça fait BAM! Genre là, ça va être le gros soleil, la tempête est loin derrière. Ça va être magnifique. Ah ouais, il faut se le dire, là, parce qu'à un moment donné, là, c'est ça, là, faut être positif. Surtout quand tu vis beaucoup de shit, là, quand tu vis beaucoup de montagnes russes puis de chaos dans ta vie, là, t'es comme, j'ai espoir pour les beaux jours qui s'en viennent. Parce que moi, j'en ai pas eu des beaux jours ben. C'est à chaque fois que j'avais quelques belles journées, là, paf! Genre, il y avait une vague qui me frappait. Une autre affaire, une autre affaire, une autre affaire. Tu sais, c'était tout le temps plein d'affaires qui arrivaient une après l'autre. Fait qu'à un moment donné, tu perds ton souffle, là. T'es submergé, là. Puis t'es comme, t'essayes de monter à la surface, puis il y a une autre vague qui te frappe. Tu fais juste prendre une respiration, là, en haut, là. Bang! Genre, il y a une autre vague. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es comme, est-ce que je peux-tu avoir un plus long high? Je peux-tu avoir tu sais, être en haut du roller coaster, là, puis de rester là, pendant un bon temps, là, avant de descendre encore dans le bas fond, là. C'est un peu ça, là. Tu sais, puis aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui le voyaient aussi, que je portais beaucoup sur mes épaules. Fait que ça... De déposer mon sac, là, puis de enfin, genre... Juste, tu sais, de me sentir plus relax, plus légère. Je pense que c'était ça aussi que je cherchais beaucoup, de la légèreté dans toute cette lourdeur-là. Puis là, je vais embarquer dans quelque chose de super spirituel parce que peut-être que ça peut aider certaines personnes.
Puis je sais que c'est pas la croyance de tout le monde, mais si tu écoutes ce podcast-là, peut-être que tu as une petite ouverture vers le spirituel, la spiritualité. Moi, ça m'a donné beaucoup de sens à certaines de mes épreuves. Tu sais, j'en ai parlé dans mon épisode de la vérité, ma première vérité brute. Moi, il faut absolument que je donne du sens à ma vie. Il faut qu'il y ait des signes, des significations à tout. Faut qu'il y ait du symbolisme. Genre, c'est vraiment, vraiment important. Je pense que si tu crois au contrat d'âme, soul contract, il y a certaines personnes qui rentrent dans ta vie, pas pour te tester, mais pour provoquer une transformation profonde. Puis ça, moi, j'y crois beaucoup. Puis je trouve que ça faisait du sens avec ce que j'ai vécu dans la dernière année. Parce que c'est là pour t'enseigner à apprendre à te mettre des limites, à t'obliger souvent à te choisir, puis à te pousser vers une nouvelle version de toi-même. Puis j'ai eu une lecture psychique récemment avec une médium. Puis elle m'avait dit quelque chose que vraiment, là, premièrement, là, j'ai adoré parler avec une médium. C'est la première fois de ma vie que j'avais une lecture psychique. J'ai toujours un peu eu peur des voyantes. Puis, pas peur, mais tu sais, plus comme, genre, qu'est-ce qu'elle va me dire? Ça veut-tu être bad? Oui, j'ai su quelque chose qui n'était pas vraiment le fun à savoir, là. Tu sais, elle m'a dit qu'elle allait avoir un déménagement. Ça, j'étais comme, ouais, je suis ouverte à ça. Puis elle m'a dit qu'elle allait avoir un décès d'un homme dans ma famille. Tu sais, ça, c'est pas le fun d'entendre. Je suis comme, oh non. Mais il y a plein de choses. Là. Elle a connecté avec deux personnes décédées dans ma famille. J'ai appris qui veillait sur moi, qui me protégeait beaucoup. Fait que ça m'a fait vraiment un immense bien. Mais ça, j'en ai parlé déjà dans mon autre épisode. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi ce que je voulais dire? OK. Elle m'a dit, tu es une très vieille âme, Isabelle. Puis plus on est une vieille âme, plus on vient sur Terre avec des choses difficiles à vivre. Puis elle m'avait dit que j'étais venue plusieurs fois sur la Terre, ce que j'ai aussi cru comprendre aussi dans une cérémonie ayahuasca. Là. Genre, j'ai eu une mémoire ancestrale, fait que je savais que j'étais une vieille âme, mais là, elle m'a confirmé que j'étais vraiment une très vieille âme. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle m'a dit, tout ce que tu vis, absolument tout ce que tu vis, c'est toi qui l'as choisi. Mais tu ne l'as pas choisi avec ta tête, tu l'as choisi avec ton âme. Puis là, elle a ajouté, c'est extrêmement important de prendre la responsabilité de notre vie. Tout ce que tu vis, c'est toi qui l'attires dans ta vie pour grandir, pour évoluer. Puis là, j'ai fait comme, ben voyons donc. Voir que j'ai sign up for this. Genre, j'ai sign up pour tout ce qui m'est arrivé là, à date. Genre, moi, j'ai décidé, là, je suis arrivée avant d'arriver sur la Terre, j'ai fait, ouais, moi, là, j'ai envie de devenir mère monoparentale, j'ai envie de dater plein de narcissiques, de passer à travers les pires relations, de vivre un stress légal, d'aller à la cour. Moi, j'ai envie de tout vivre ça, là. Genre, tu sais, comme, peu importe, là. Genre, je n'étais pas en train de vivre la pire vie, là. Il y a du monde qui ont vécu des choses encore plus tragiques. Mais tu sais, de se dire, ah ouais, j'ai vraiment, vraiment choisi ça, moi. OK. Puis là, parce que tu sais, consciemment, là, on n'aurait pas choisi ça, là. Tu sais, ma mère, elle n'aurait pas choisi son accident d'auto à 18 ans, là, elle a failli mourir, là, tu sais. Il y a beaucoup de gens, tu sais, comme on se dirait, comme tabarouette, j'ai pas choisi de perdre ma mère, tu sais, j'ai pas choisi de perdre mon père, là. Mais ça a l'air que ton âme a choisi ça. Si tu as cette vision-là, que notre âme aurait choisi certaines expériences avant de venir sur Terre pour évoluer et apprendre certaines leçons, bien, on dirait qu'on se dit, ouais, je pense qu'il faudrait que je prenne plus responsabilité de ce qui m'arrive et non de les nier, de les fuir ou juste d'être en mode victime. Puis elle m'a dit, tu es une âme dans un corps physique. Tu as absolument, absolument le droit, je dirais même le devoir d'accueillir tes émotions et de les exprimer. Puis là, ça m'a fait réaliser à quel point que c'est vrai que j'ai vraiment besoin d'accueillir mes émotions et de les exprimer. Vraiment, j'ai vraiment un grand besoin de m'exprimer. Puis c'est un peu comme, elle disait comme quoi que c'est quand tu es une vieille âme, tu viens sur la Terre, mais tu as un autre niveau que d'autres âmes ne le sont pas. Fait que, tu es à un autre niveau à l'école, tu sais, à l'école de la vie. Fait que c'est une façon de le voir plus positivement aussi, de le voir différemment parce que même si cette relation-là, cette séparation, ça a été très souffrant, très difficile à vivre, moi, ça a déclenché une énorme transformation là, chez moi, là.
je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas passé à travers tout ça. Tu sais, j'ai appris à mettre des limites. On en parle souvent là, dans le podcast. Là. J'ai vraiment appris à mettre des limites, chose que j'aurais jamais fait avant ou que j'avais pas appris comme du monde. Tu sais, j'ai appris à me choisir. Je me négligeais beaucoup. Je me mettais comme un personnage secondaire dans la vie de l'autre. Je me faisais petite. Là, j'ai appris à dire non. Genre, mets-toi de l'avant, là, puis choisis-toi. J'ai appris aussi à exprimer davantage mes émotions, chose qu'avant, j'ai l'impression que je voulais m'exprimer, mais c'était bloqué à l'intérieur de moi. Je pense que je suis devenue aussi beaucoup plus ancrée dans qui je suis. Mais là, ça ne veut pas dire que je suis bien correcte et heureuse avec tout ce qui m'est arrivé, là, parce que j'aurais choisi carrément un chemin différent. Est-ce que je le referais pareil? Peut-être pas. Mais c'est pour ça que, quand on arrive sur la Terre, on ne se rappelle plus là, de notre contrat d'âme. Là. Parce que sinon, on aurait vraiment de la misère. Là. Genre, tu sais, elle m'expliquait, tu sais, comme, il y a des gens qui ont choisi de venir sur la Terre puis de mourir à 10 ans. Il y a des gens qui ont choisi de venir sur la Terre puis de perdre un enfant. Si tu arrives sur la Terre puis tu sais, ouais, dans ta vie, tu vas perdre un enfant, tu vas faire fuck non. Moi, non. Moi, je veux pas vivre ça. Ben c'est ça, là. Tu sais, fait qu'on oublie. On oublie ce qu'on est supposé venir faire sur la Terre, dans un sens. Puis, tu sais, j'ai eu cette réflexion-là parce que je me posais la question récemment. Je me dis, OK, mais là, si je suis une très vieille âme puis que je suis venue sur la Terre puis que mon niveau de genre contrat et comme ce que je suis posée venir faire est un niveau plus difficile parce que là, je suis rendue, mettons, je dis ça de même, mettons, je suis rendue à niveau université, tu sais, mettons, je suis comme, what's next? Genre, est-ce que j'ai signé pour, mettons, une maladie grave? Est-ce que je vais perdre un enfant? Est-ce que, qu'est-ce qui va arriver, là? Puis là, à un moment donné, c'était comme, OK, genre, calme-toi, là, comme si tu fais ça, tu vas aller dans l'anxiété. Fait qu'il faut pas se dire, oh mon Dieu, mais c'est quoi la prochaine étape que mon âme a signée pour, là? Mais on a tendance à faire ça parce que je dois dire que c'est ça que je fais, là. C'est drôle parce que je voyais ça aussi comme un jeu vidéo. Tu sais, j'avais le big boss à affronter avant de passer au prochain niveau. Puis là, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que, genre, en fait, j'ai l'impression que mon contrat d'âme s'est complété, là. Genre, là. La boucle est bouclée, puis j'ai finalement intégré la leçon. Puis ça fait tellement référence à ma cérémonie ayahuasca, vivre tout ce que j'ai vécu cette année, puis là, de fermer la boucle, le contrat d'âme est final, complété. Je peux enfin respirer, tourner la page, puis passer au prochain niveau, sans tomber dans le spirale de « oh non, qu'est-ce que ça va être? » là. Mais je pense que ça va être un niveau beaucoup plus avancé, mais tu sais, je pense que je suis prête, là. Je me suis formée pour, là. Aussi, je dois dire que dealer avec la cour, ça m'a aussi formée. Puis, s'il y a des gens qui ça va leur arriver ou ça leur est arrivé, dis-toi que il y a quelque chose aussi qui fait en sorte que passer à travers ça, ça te forme. Parce que je me trouve beaucoup plus stratégique qu'avant. Maintenant, j'essaie de prévoir 2-3 coups d'avance. J'ai développé aussi une maîtrise de moi, là, puis de mes émotions que j'avais pas avant, là. Hey, ça n'a pas été facile. Moi, je suis quelqu'un là, qui était beaucoup plus dans la réaction. Je m'enflamme rapidement. Là. Fait que quand tu es dans ce processus-là, là, il faut pas que tu laisses paraître trop tes émotions. Il faut vraiment que tu deviennes froide, neutre, stratégique. Il faut que tu restes calme, il faut que tu restes posé, il faut que tu gardes ton sang-froid. Fait que pour moi, ça a été genre un masterclass, là. Comment maîtriser moi puis mes émotions. Une grande maîtrise de soi, là. Fait que ça a été vraiment une bonne leçon dans ma vie. Je pense que je sais pas ce que ça va donner plus tard, mais je me suis dit, je me lance en affaires puis je dois dealer avec des avocats. Je vais être beaucoup plus gearée pour ça, là. Je vais finir là-dessus parce qu'à travers tout ça, j'ai appris qu'on ne contrôle pas toujours ce qui est dit sur nous, mais on contrôle la façon dont on choisit d'y répondre. Ça, c'est aussi une très bonne leçon que j'ai appris cette année. Je vais passer au prochain point parce que là, ça fait presque, je pense que ça fait 1 heure que je jase de ça. Puis là, j'en ai ma claque. Non, c'est pas vrai. Je vais parler de mon voyage au Mexique. Ça va être un gros épisode solo, là. Bon, mon voyage au Mexique. Vu que je vivais vraiment une année intense, je vais arrêter de répéter, là, mais très difficile, que je me sentais complètement épuisée.
au début de l'année, je me suis dit, ah, moi, je veux rester ici, je veux, genre, investir dans mon condo, blablabla. Je veux plus bâtir que de m'évader. Puis là, rendu au mois de mai, j'ai fait, non, finalement, tu sais quoi? J'ai eu un retour d'impôt, puis j'ai fait, fuck it, là, genre, faut que je m'évade. Je peux plus. Faut que je change de paysage, là. Ma routine, ça devient tellement lourd. S'occuper de mon fils, qui est un âge vraiment difficile en ce moment, là. Il me pétait des crises, tout. Puis après ça, ma chienne, qu'il fallait que je change les couches à tous les jours, qu'elle était malade. C'était vraiment, là, tout était lourd. La situation avec la cour, tu sais, j'étais juste comme, il faut que j'aille à quelque part juste changer de paysage, juste vivre autre chose, là. Fait que là, j'ai décidé, parce que j'avais toujours Mexico City dans ma tête comme un voyage, une destination que je voulais aller visiter. J'entendais beaucoup que la bouffe, c'était bon, tu sais. Puis là, je voyais sur Instagram des reels passer, puis je suis comme, wow, c'est donc mais cool, ça a l'air très trendy, tu sais, ça me parle. Puis moi, tu me parles de bouffe, mode, genre shopping, ça a l'air cool, beau. Je suis comme, oui, j'y vais, là. Je veux y aller. Fait que, j'étais pas sûre au début qu'en tant que femme solo, tu sais, comme voyager en tant que juste femme solo, si c'était une bonne destination. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus sécuritaire qu'on pense. Le Mexique, oui, c'est dangereux. Tu sais, ma mère, elle avait peur. Elle était comme, on va pas là, nanana, c'est dangereux. Puis c'est vrai qu'il y a des quartiers beaucoup plus dangereux ou comme, va pas te promener là la nuit. Mais si tu restes dans les quartiers plus centrales, comme les quartiers recommandés, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis jamais sentie. Des fois, j'ai marché à 10-11 heures le soir, là, puis dans Roma Norte, là, puis je me suis pas sentie comme pas safe, là. Fait que c'est ça. Fait que bon, c'est sûr que quand tu as un horaire de garde partagé, ben, tu fais exprès de céduler dans une semaine où tu as moins ton enfant. Fait que là, moi, ça a donné que j'ai décidé de partir à la fin mai. Puis là, ça a commencé comme ça. Mon fils, la fin de semaine d'avance, c'est moi qui l'avais. Puis là, il me donne son rhume. Il y a un enfant dans la garderie, qui sont 6, qui a ramené à la fin mai un petit rhume. Moi, je pensais qu'on était fini avec ces maudits virus-là. Puis non. Le rhume n'avait pas dit son dernier mot jusqu'au mois de juin en plus. Imagine, il y a eu un rhume en juin. Là, je vois qu'il est en train de tomber malade. Puis là, je fais, aïe, je pars lundi soir. Tabarnak. Colle. Là, je sentais que mon corps est en train, là. Tu sais, mon corps est en train de faire comme, ouais, tu t'en vas en voyage? Ben, watch out! Genre, là, c'est comme, je le sentais que j'étais en train de me faire attaquer par son virus. Et next thing you know, lundi, le jour que je prends l'avion le soir, parce que Mexico City et Air Canada, c'est un vol de soir. T'arrives là-bas à 1h du matin. Puis là, je réalise, genre, je suis comme, aïe, je suis en train d'avoir un rhume. Et là, je mouche. Je suis constamment, genre, le nez me bloque. Puis là, je m'en vais, genre une semaine à Mexico City. Là, je suis comme, c'est quoi les fucking chances? Là, je suis désolée, des fois, je sac, là, mais c'est parce que j'essaie de véhiculer, là, de bien exprimer là, mon émotion du moment. C'est quoi les chances que je tombe malade là? Genre, j'étais pas malade la semaine passée, j'étais pas malade il y a un mois, j'étais pas... Tu sais, comme, pourquoi là? Fait que là, j'arrive à Mexico City, puis j'ai un bon rhume. Puis je fais juste me moucher, puis là, j'ai le nez rouge, là. J'ai l'air du petit renne au nez rouge, là. Puis moi, je me suis bookée une grosse semaine, là. Ah, je l'ai chargé, là. J'étais là, puis je me dis, moi, m'en vais me faire du fun. Je me suis booké un upscale cocktail bar tour. Je me suis booké un boat party sur le canal Xochipilco. En tout cas, ça se prononce comme ça? Je me rappelle. En tout cas, je me suis booké aussi un genre de Mexican pub crawl le samedi soir. Je me suis bookée... Attends, je me suis bookée, là, genre, un tour en montgolfière. Après ça, je me suis bookée... qu'est-ce que je me suis bookée? Je me suis bookée une soirée Lucha Libre. Genre, j'ai fait... Écoute, j'étais comme... À un moment donné, j'étais comme, OK, là, j'ai 6 jours là-bas, là, puis je me suis pas mal loadée. Fait que j'essayais de me mettre des journées plus reposantes.
Mais déjà là, j'arrive là, déjà à terre avec un rhume. Fait que là, là, j'ai commencé, c'est ça, ma semaine en tabarnak. J'étais pas contente. J'étais pas contente. J'étais en maudit après l'univers. J'ai dit voir que de la seule semaine de l'année où ce que je me prends off et je m'en vais en vacances juste pour respirer, tu me donnes un rhume. Ouais. C'est ça que je mérite, là. Après tout ce que j'ai vécu, tu me donnes un rhume. OK. Et là, j'étais pas contente. Puis là, j'avais envie de me rebeller. Puis j'ai tendance à faire ça, là. J'ai déjà été malade en Italie quand je voyageais solo. Puis j'ai juste continué à boire puis à juste faire fuck you la vie. Moi, je continue pareil. Mais c'est pas la chose à faire. Parce que il y a un message derrière ça. En fait, j'ai appris pendant que j'étais là-bas parce que quand tu es tout seul, solo, tu es confronté à tes pensées parce que tu es constamment seul. Puis les seuls moments où tu interagis vraiment avec des gens, c'est quand tu fais des tours en groupe ou que tu joins mettons, un bar, un bar tour, un pub crawl, etc. Là. C'est vraiment là où tu peux mingle puis parler avec les gens. Mais sinon, tu es constamment seul au resto ou en train de marcher. Fait que ça confronte beaucoup. Là. Honnêtement, je recommande le voyage solo si tu as envie de faire beaucoup d'introspection, tu as envie de grandir ou d'apprendre plus sur toi-même. Là. C'est vraiment formateur, voyager solo. Moi, j'adore faire ça. Je l'ai fait plusieurs fois. Puis, j'avais comme si je me disais, j'ai pas besoin de faire ayahuasca des fois. Là. Genre, je peux juste aller voyager solo puis faire comme wow, OK. Genre, j'ai des leçons, j'ai des choses à apprendre sur moi. Tu sais, à la fin, quand tu reviens à Montréal, tu te dis, wow, j'ai vraiment grandi à travers ce voyage-là. Ben, c'est de même que je me suis sentie après cette semaine-là, parce que cette semaine-là, elle n'était pas de tout repos, même si la vie et mon corps me passaient le message qu'il fallait que je slow down, fallait que je ralentisse. C'était vraiment comme, là, girl, là, tu vas slow the fuck down parce que j'étais constamment genre go, 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 mais pas comme quelqu'un qui hustle. Là. C'est vraiment, j'en avais beaucoup dans mon plat. Tu sais, mon plat était rempli, là. Fait que, tu sais, d'aller en voyage pour me reposer, entre guillemets, puis de me loader mon agenda, honnêtement, c'était contradictoire, là. Fait que la vie a fait comme, OK, bon, mais tu nous écoutes pas. Je t'ai envoyé un rhume, t'écoutes pas. Fait que là, je vais prendre les choses entre mes mains et je vais te forcer. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le lendemain du bar tour, oui, j'ai bu beaucoup. Je me suis fait vraiment beaucoup de fun. C'était vraiment le fun. Mais le lendemain, je me lève, puis je suis supposée aller faire le tour en bateau dans le canal. Puis là, je me lève. Bon, je suis déshydratée. Oui, j'ai bu beaucoup la veille, tu sais, plus que normalement. Puis là, je me sens bien. Je me sens bien. Je suis pas... là, je me lève, je m'en vais chercher. Moi, je restais dans Roma Norte, là, vraiment centrale. C'était vraiment nice ce que j'étais. Puis, je m'en vais chercher un café puis une pâtisserie. Je me rappelle, c'était Green Reno, là. Puis là, genre de là, tu sais, je commence à boire mon café, tu sais, je suis bien correcte, là. Puis là, je commande mon Uber parce que là, ça va faire... le trajet, là, ça dure 1 heure. Fait que là, j'embarque dans l'auto. Et là, même pas 5 minutes, 10 minutes, le mal de cœur me pogne. Puis là, je fais, oh non, qu'est-ce que c'est ça? Oh my God. Fait que là, j'ai mal au cœur, là. Puis là, je fais comme, mais ça se peut pas. J'ai dit, j'allais bien un matin, là. Puis là, c'était vraiment, là, dans ma tête, j'étais comme, non, je peux pas vomir. Là, le monde est comme, ah, tu vomis tout le temps, yo, Non, là, genre, c'est comme, c'est pas le moment de vomir, là. Fait que là, je suis comme, oh non. J'ai mon sac, tu sais, j'ai un sac, comment on appelle ça, tu sais, un sac d'épicerie, là, un sac fourre-tout, là. Puis j'ai mon sac de pâtisserie. Fait que là, c'est drôle que je vous raconte ça, là, mais
un moment donné, je sens vraiment que mon cœur monte, là. Puis, tu sais, il fait chaud, le soleil plombe, genre, je suis dans l'arrière d'un auto. Déjà que j'ai le mal des transports, là, c'était un autre niveau, là. Puis là, j'ai 1 heure de route à faire pour aller sur un bateau, un petit bateau sur le canal, là, imagine. Fait que là, moi, il faut que je me rends, là, à temps. Puis là, je suis vraiment, vraiment, genre, borderline d'arriver comme juste à temps, là. Fait que là, il n'est pas question d'arrêter sur le côté puis faire comme je vais décanter un peu. Là. Non, non, non. Faut que ça continue. Puis là, t'es gros trafic. Là. C'est le gros trafic à Mexico City. Là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Fait que là, on n'est pas dans le trafic, fait chaud. Genre, moi, je suis en arrière de l'auto dans le banc passager du Uber. Et là, le mal de cœur me pogne. Et là, je commence à vomir. Mais tu sais, comme juste un petit vomi. Là. Je vomis dans mon sac à pâtisserie. Puis là, je fais comme. Tabarouette, c'est cool, man. C'est qu'est-ce qui se passe? Ah, si, je me sens pas bien. Puis là, le gars, je dis au gars, je suis comme. Puis je parle pas bien espagnol, là. Genre. Mais le gars, il parlait juste espagnol. Puis là, je suis comme, je peux pas, là. Genre, comme, je peux pas. Là, il me dit qu'il va arrêter. Il arrête sur le côté. Puis là, je dis non, 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 c'est beau, tu sais, tu peux continuer, tu peux continuer. Fait que là, il recontinue, même pas 5 minutes, je vomis. Bleh! Puis là, genre, c'est comme dans mon sac fourre-tout, là. Parce que mon sac de pâtisserie, il a carrément déchiré. Ça a tout tombé dans mon sac fourre-tout. Puis là, c'était en train de couler sur mes shorts. Puis là, j'étais comme, oh non, oh non, oh non. Puis là, je capotais. Là. J'étais dans l'auto, puis j'étais comme, ça se peut pas voir, je suis en train de vomir dans un Uber. Puis là, j'ai dit au gars, arrête, arrête. Là, il arrête. Là, moi, je veux vraiment pas que mon sac, là, cochonne tout, là, son char, là, je me sens fucking mal. Puis là, il sort mon sac de là. Oui, j'ai vomi dans mon chargeur portatif. Fait que mon chargeur portatif, c'était fini. J'ai vomi sur plein d'affaires dans mon sac que je traînais. Il arrête à un OXXO, là. Puis là, je sais pas dans quel quartier que je suis, là, mais ça a l'air comme... pas comme où ce que j'étais. C'était sketch. Je sais pas où ce que je suis. Le gars, hey, je sais pas, là, mais le gars, il était incroyable. Il a attendu pour moi, là. Il est resté à m'attendre. Il s'est parqué là, il a attendu. Il voyait que je filais vraiment pas. Là, j'étais allée m'acheter une bouteille d'eau, un sac pour mettre mon sac dedans. Mais finalement, j'ai jeté mon sac fourre-tout. Je l'ai laissé là-bas quelque part au Mexique. J'ai jeté plein d'affaires. Puis là, on a essayé. Tu sais, j'ai annulé ma ride. Puis après ça, lui, il voulait venir me reconduire. Fait que là, j'ai dit, je peux plus aller à l'activité. Fait que déjà là, je me sens mal parce que là, j'ai payé pour l'activité. Mais en plus de ça, je suis même pas capable de me rendre. Je suis même pas capable d'être apte à faire l'activité. Fait que là, j'ai honte, je suis comme complètement comme, je me sens mal avec moi-même, mais aussi pour le gars, je me sens tellement mal. Là. On réussit après comme 2-3 tentatives de moi demander un Uber, de pogner ce gars-là. Là. Ça, c'est difficile parce qu'il fallait qu'en essayant de parler en espagnol avec lui, d'essayer de comprendre ce qu'il dit, mais en plus de ça, de chercher où est-ce que je suis rendue au Mexique parce que j'ai aucune espèce d'idée où est-ce que je suis. Puis là, en plus de ça, je suis comme, j'avais pas envie qu'il me laisse là puis que je sais pas où ce que je suis, puis genre, c'est vraiment sketch comme endroit. Puis en plus de ça, j'étais juste comme, je veux juste retourner genre à l'hôtel, je peux plus, là. Genre, fait que là, j'ai réussi à le pogner dans l'application, que c'était lui, pour qu'il vienne, tu sais, pour je repaye un autre ride puis qu'il me ramène. Puis là, ouais, là, c'était fou. Là. Quand j'ai... Écoute, ça a pris un autre demi-heure parce qu'à cause du trafic. Il était vraiment sweet parce qu'il me demandait si j'allais bien. Il était super patient. Je suis débarquée du Uber puis j'ai donné un méchant gros tip. Là. Puis j'étais juste comme... Je me sens tellement mal pour tout ce qui vient d'arriver. Là. Fait que là, déjà, ma journée commençait vraiment mal. Si on parle du 29 mai, là, j'essaie de me ressaisir, j'essaie d'aller mieux, puis je me dis, aïe, je peux pas scraper cette journée-là. Puis le soir même, ben oui, parce que, tu sais, je me suis chargée comme un mulet, qu'on dit. J'ai booké la soirée Lucha Libre. Fait que là, j'essaie d'aller mieux, tu sais, je me book des petits, genre, self-care, genre, je suis allée me faire masser les pieds, après ça, je suis allée faire mes cheveux, tu sais, j'essaie de prendre soin de moi juste pour me sentir mieux avec moi-même, d'aller easy sur moi aussi. Fait que là, le soir, j'arrive au Lucha Libre. Puis durant la journée, ma soeur commence à me texter pour dire « Ah, Daifuku, genre, sa patte, elle commence à enfler, ça va pas, genre... » qu'est-ce qui se passe, genre, pourquoi, tu sais, comme ma soeur commençait à être inquiète parce que elle allait bien, puis tout d'un coup, elle allait plus bien. Juste pour mettre en contexte, Daifuku, ma chienne, elle souffrait d'une insuffisance cardiaque.
En janvier, on m'a appris que, c'était rendu dans un grade très avancé. On pensait entre 5 et 6. Puis qu'il lui restait soit 1 à 6 mois à vivre parce que elle devait être sur les médicaments. J'ai dû ajuster ses médicaments en janvier, fait qu'elle semblait aller mieux. Après, quand j'ai été faire une écho cardiaque, on m'a confirmé que c'était plutôt un grade 5, puis qu'elle allait peut-être avoir 6 à 18 mois, puis que je devais ajuster encore mes médicaments. Fait que là, elle était rendue sur 3 médicaments, mais elle était stable. Elle était incontinente, mais elle était stable. Fait qu'elle était toujours en couche, mais elle avait l'air correcte, elle mangeait, tu sais, c'était pas elle à son prime time, mais c'était quand même, elle avait pas l'air comme piteuse puis à souffrir, là, elle était juste bien correcte, là. Puis là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi, je me suis dit, bon, je vais partir. Je me suis occupée d'elle depuis la minute que j'ai appris en janvier qu'elle n'en avait plus pour long. Je m'en suis occupée jusqu'au mois de mai où j'ai décidé de prendre un break, d'aller respirer parce que c'était lourd. Et que la semaine que je pars, bien là, ma chienne, elle a commencé cette journée-là sans savoir sa décompensation cardiaque. Fait que ce qui arrive, c'est que dès qu'il commence ça, c'est un peu comme le début de la fin, là. Moi, je pensais qu'elle allait me donner des signaux, là, beaucoup plus que ça allait être plus graduel, tu sais. Moi, je me disais, dès qu'elle commence la décompensation cardiaque, puis que je vois que les médicaments font plus effet, j'ai encore du jeu pour réajuster, mais après ça, il va falloir que je prenne la décision de l'euthanasier parce que, pour ceux peut-être qui le savent, quand un chien souffre d'une insuffisance cardiaque, c'est une des pires morts parce que tu veux pas qu'il aille jusqu'au bout, parce qu'à la fin, les poumons se remplissent d'eau, puis c'est comme s'ils se noyaient. Fait que là, moi, je me suis toujours dit, la minute que je vois qu'elle est en déclin puis que les médicaments ne font plus effet, je dois prendre la décision. Mais là, moi, je prends une semaine de vacances, fait que là, je m'en vais. Puis là, ma soeur, elle m'a dit, je sais pas si tu te rappelles, mais avant de partir, tu sais, j'ai dit au revoir comme le dimanche, le 24 mai. J'ai pris dans mes bras, j'ai donné un bisou, puis j'ai dit, là, die tough jusqu'à temps que je revienne. C'est ça, j'ai dit. J'ai dit tough jusqu'à temps que je revienne. Wow! C'est ça, fait que 5 jours plus tard, elle commence à pas aller, elle va pas bien. Fait que là, moi, je suis au Mexique. Puis là, ma soeur, elle m'envoie des photos, je vois que sa jambe enfle. Puis là, je suis comme, OK, mais là, tu sais, si elle va vraiment pas bien, elle va à l'urgence, va voir le vétérinaire. Mais comme, attends, moi, je vais revenir lundi, puis je vais prendre la décision, tu sais. Comme, si c'est comme, mets-la au repos, comme, juste, tu sais, moi, je savais pas ce qui se passait, là. Pendant que je suis dans l'activité Lucha Libre le soir, avec plein de monde, on était vraiment une bonne gang, et je commence, tu sais, on marche vers l'aréna, puis là, je reçois un appel de ma soeur. Puis là, je trouve ça un peu louche. Mais là, il y a une fille qui me parle. Fait que là, une Canadienne. Fait que là, je continue à parler puis tout. Là, tout d'un coup, c'est ma mère qui appelle. Après ça, ma belle-sœur. Et là, je réponds. Puis là, ma belle-sœur, elle me dit, ouais, Lisa, là, on est à l'urgence, là. Puis là, ton chien va vraiment pas bien. Puis là, je fais OK. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle me dit, là, on a besoin de ton autorisation, là, pour consulter. Fait que là, je fais OK. Là, les autres avaient peur de ne pas être capable de me rejoindre parce que là, ma chienne était en train d'être en décompensation cardiaque, puis elle respirait vraiment, comme elle avait vraiment beaucoup de misère, là. Elle commençait déjà, là, c'était la fin, là, puis elle allait vraiment pas bien. Le cœur me drop. Puis là, je suis comme, mais je suis au Mexique. Là, je dis au gars de l'organisateur, là, je sais ce qui s'en vient. Fait que là, je suis comme, écoute, je peux pas continuer le tour. Je peux pas. Je pars à pleurer, puis je fais, ma chienne, elle va mourir. Genre, ils vont l'euthanasier là, ce soir. Là, comme je peux vraiment pas, là. Je peux vraiment pas continuer. Puis là, le gars, il est comme tout déboussolé. Genre, il était comme, mais voyons, genre, comme, oui, genre, il était comme, tu sais, sûr, là, on était sur comme une limite d'un quartier sketch, là. Fait qu'il était comme, là, le reste, il était comme, reste ici, tu veux-tu qu'on reste ici jusqu'à temps que tu commandes un Uber, blablabla. Tu sais, j'étais comme, moi, là, là, la vette, elle veut me parler. Puis là, la vette me parle. Là, il y a eux autres qui continuent. Puis là, il y a d'autres mondes qui viennent me rejoindre.
Puis les gars sont comme, oh mon Dieu, on vient d'apprendre, nanana, genre, tu es sûr tu veux pas qu'on t'accompagne, on peut rester ici. Là, j'avais le monde qui me parle, qui sont super sympathiques, empathiques, puis ils sont comme, ils sympathisent, puis là, mais moi, j'ai la vette l'autre bord qui, genre, qui est comme, elle peut pas attendre, puis tu sais, comme, il y a plein, tu sais, fait que c'était vraiment chaotique. J'étais full émotionnelle, en train de pleurer, genre, genre sur le bord d'un parc au Mexique, à la limite de Roma Norte, puis là, je demande à la vétérinaire comme est-ce que ma chienne a souffre? Puis elle me dit oui. Elle dit elle est en décompensation cardiaque, puis elle a de l'eau sur les poumons, fait qu'elle est en train de se noyer. Fait que là, je dis à la vétérinaire OK, genre je peux pas la laisser dans cette situation-là parce que moi, si on la maintenait puis que je revenais à temps 2 jours plus tard, parce que je revenais comme 48 heures-ish après. Ça allait coûter 5 à 6 000 pour la mettre sur l'oxygène. Puis il n'y avait rien de garantie qu'elle allait toffer 24-48 heures. Puis là, moi, j'étais comme, c'est super égoïste de ma part si je la laisse dans cette situation-là. Alors, j'ai dû vivre l'euthanasie de ma chienne de 14 ans, puis je vais partir à pleurer, mais à distance, par FaceTime. J'ai jamais pu lui dire au revoir. J'ai pas pu. J'ai l'impression que c'est comme si je l'avais abandonnée. C'est comme si elle se sentait. J'étais pas là pour elle, tu sais. Ça a longtemps été vraiment, pour moi, difficile parce que, je veux dire, ça fait 1 mois, là, mais comme cette pensée-là de me dire que j'étais pas là pour elle quand elle est partie. Tu sais, j'ai été 14 ans avec elle, puis j'ai pas pu l'accompagner jusqu'à la fin parce que mon but, c'était de l'accompagner jusqu'à la fin parce que j'y devais ça, puis j'ai pas pu le faire parce que j'étais pognée dans un autre pays. 14 ans, là, c'est vraiment, là, c'est un long, c'est un gros chapitre de ma vie. Je la considérais vraiment comme mon soul dog, mon support émotionnel. Elle m'a toujours fait sentir comme si elle m'a donné tellement d'amour inconditionnel. Je me suis jamais sentie seule. Tu sais, avec elle, c'est ça, je me sentais pas seule. Tu sais, j'avais toujours elle à mes côtés. C'est encore difficile pour moi d'en parler. Fait que je suis contente que c'est ma belle-sœur qui l'a pris quand elle est partie. Mais genre, je veux juste vous dire comme quoi que, tu sais, quand tu vis une euthanasie, oui, c'est vraiment genre une des pires choses. Mais de le vivre à distance, de pas pouvoir être là pour elle, de pas pouvoir la prendre dans mes bras, tu sais, je veux dire, comme je sais pas si elle a senti que j'étais plus là puis qu'elle s'est laissée aller, je sais. La semaine, tu sais, c'est ça qui est injuste parce que pour moi, j'étais comme, c'est dommage injuste que c'est la semaine que je suis partie en vacances, que j'ai voulu aller prendre juste une respiration ailleurs, puis elle a décidé de commencer sa décompensation cardiaque, puis en dedans de 24 heures, c'était fini. J'étais à 48 heures de revenir à Montréal, comme, c'est quoi les chances? Souvent, je me pose cette question-là, c'était quoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? J'en ai parlé dans l'autre épisode d'avant, là, mais comme, il fallait que je trouve du sens là-dedans parce que c'était vraiment trop difficile à accepter, là, de me dire comme pourquoi. Puis en plus, c'était mon deuxième euthanasie que j'ai dû vivre à distance parce que la première fois, c'était l'euthanasie du chien de ma famille. Ben, de la famille, là. C'était moi qui le voulais au début. Puis finalement, quand je suis partie, mes parents l'ont gardé, là. Puis, tu sais, il est resté là. Mais lui, j'ai dû le vivre à distance parce que j'ai pas. La clinique fermait puis il devait se faire euthanasier live, là. Fait que j'ai pas pu me rendre à temps à la clinique. Fait que j'ai dû le vivre en FaceTime. Puis là, je me suis dit, moi, avec ma chienne, je veux pas vivre ça, là. Genre comme hell fucking no, là. Tu sais, c'est sûr que je vais être là, là. Mais non, tu sais. La vie est faite comme, on va te le faire vivre une deuxième fois. Parce que je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est ça, c'est quoi les chances de le vivre 2 fois? Tu sais, j'ai eu deux chiens dans ma vie. J'ai vécu 2 euthanasies à distance. Puis là, c'est là que je vais te dire comme la raison probablement que je le vis à distance, c'est parce que peut-être que c'était trop douloureux pour moi d'être présente. Je sais pas. C'est ça, je pense. C'est comme si la vie m'a protégée. Surtout Daifuku parce qu'elle, c'était ma compagne des 14 dernières années. On était tout le temps ensemble. Elle a grandi avec moi. Tu sais, je veux dire, elle a vu de mes 22 ans jusqu'à 36. Ça m'a vu évoluer. Elle était tout le temps, sa présence, elle était tout le temps à côté de moi. Tu sais, c'était Isabelle et Daifuku, là. C'était tout le temps ça.
Fait qu'il y a des gens autour de moi qui, tu sais, j'ai un ami, comme, elle peut pas, comme, pour elle, c'est difficile de se dire, Daifuku n'existe plus, là. C'est ça, tu sais. Fait que, pour moi, c'est un très gros deuil. C'est une de mes. J'ai jamais vécu un deuil de parents encore, tu sais. Je sais que, tu sais, ça va arriver un jour, puis, tu sais, d'un membre de famille qui est très proche de moi, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment comme un de mes plus grands deuils que je vis en ce moment. La plus grande perte, c'est ça que je veux dire. Puis c'est ça, c'est des vagues. Là. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Des jours, je pleure, des jours, je pleure pas. Tu sais, c'est ça va par vagues. Mais je ressens, tu sais, un très grand vide. Là. Quand je suis chez moi, là, genre, sa présence me manque. Puis la façon qu'elle est partie, c'est pour moi, oui, ça s'en venait, je le savais. Je le savais qu'en juin, c'était son deadline. Ça pouvait être son deadline. Elle semblait stable, mais je pensais jamais qu'elle aurait eu un déclin en dedans de 24 heures puis que ça aurait été pendant que j'étais partie. Fait que ça, pour moi, ça a été un moment où je me suis sentie vraiment impuissante, où j'ai trouvé que la vie était injuste. En même temps, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, comme quand j'ai vu son corps mort, je veux dire, les yeux pas de vie, c'est là que ça m'a frappée, tu sais, dans mon cellulaire, là. C'est là que ça m'a frappée, puis c'est là que j'ai commencé à hyperventiler. Ouais, genre, j'étais en train de vivre une crise de panique. Fait que je me suis dit, imagine si j'étais sur place avec elle, tu sais, comment j'aurais vécu ça. Puis je peux pas le savoir parce que j'étais pas là, je l'ai pas genre, je peux pas, je le saurais jamais. Mais peut-être que la vie m'a protégée de cette façon-là. Moi, c'est une même qu'il va falloir que je compose avec ça. Là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu aussi les euthanasies à distance comme moi, là, mais c'est comme si tu le vivais en tant que spectateur. Tu es comme là, mais pas là. Puis tu n'es pas là aussi non plus. Tu n'es pas là pour accompagner ton chien ou le tenir dans les bras. Fait que, ouais, c'est particulier comme situation, puis c'est ça. Bref, ouais. Fait que je voulais en parler parce que c'est ça, là, c'est quelque chose qui est arrivé de même. Soudain, mais comme pas si soudain. Je veux dire, comme... Est-ce que vous comprenez, là? Genre, c'est arrivé plus tôt que prévu, mais de façon beaucoup trop soudain. Même si on le savait qu'elle était malade. Fait que c'est ça. Fait que je traverse quand même depuis un mois un deuil. J'ai eu beaucoup de misère. Tu sais, surtout quand j'étais en voyage, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup. Là. J'avais les traits très tirés là, le lendemain. Mais il fallait que je continue. Il fallait que j'aille explorer, il fallait que je continue ma journée. Tu sais, j'avais ma famille, le monde autour de moi proche qui prenait des nouvelles. J'en ai pas parlé sur les réseaux, j'ai rien. Tu sais, j'ai pas voulu en parler pendant un petit bout parce que j'étais trop sur le choc de genre pourquoi c'est arrivé de même, puis ça vient juste d'arriver. Tu sais, le choc de perdre ton chien, il y a ça aussi qu'il fallait que je processe. Fait que je pense que ça m'a aidé quand même de me promener, visiter la ville, d'essayer de me distraire, de changer les idées. C'est sûr que c'est difficile aussi parce que tu te retiens. Quand je voyais des chiens dans un parc, je me retenais beaucoup là, de ne pas pleurer. Tu sais, j'étais au restaurant, j'étais comme, je me retenais souvent, je pensais à elle. Il y avait une pensée qui venait ou juste, tu sais, pendant la première 24-48 heures, là, tu vois beaucoup, tu sais, ton cerveau imprime encore l'image traumatisante de son corps ou de sa face sans vie. Puis je faisais juste avoir des flashbacks. Puis là, à un moment donné, je ne filais pas. Puis là, à un moment donné, je continuais. Puis après, à un moment donné, il y a un flashback de sa face. Puis un flashback. Puis là, ça me hantait. Puis là, j'étais juste comme, ah. Fait que je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais aujourd'hui, je le vois moins. C'est moins précis. C'est moins comme une photo dans ma tête, là. Genre, c'est plus flou, je vois plus les détails. Mais sur le coup, là, c'était frais là, dans ma mémoire, là, fait que ça me hantait, ça me traumatisait, c'est ça, là, ça me faisait pas sentir vraiment bien, là. Fait qu'il y avait ça, puis après ça, dans l'avion, quand je suis revenue, j'avais constamment envie de pleurer, puis là, il fallait que je me retienne. Fait que quand je suis arrivée chez nous, ben oui, là, j'en reviens chez nous, imagine, là. Il y a ses bols de bouffe, il y a sa cage, il y a son lit, c'est sa maison. Fait que là, j'arrive, paf!
Je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Là, il y avait une autre vague de deuil, là, mais forte, là, qui venait de me frapper. Puis là, ça a été comme ça. Puis là, il y a eu récemment aller chercher la urne. À ce jour, je n'ai pas encore été capable de voir la urne. Je suis pas capable pour l'instant. Ma mère elle est allée la chercher et elle a dit, tu prendras le temps qu'il faut. Quand tu es prête, tu me le dis. Mais je suis pas prête. Genre, je pense que tout le monde qui vit un deuil animalier, je pense que tu es capable de comprendre ce que je dis puis sûrement tu te reconnais parce que les gens souvent minimisent ça, là, mais c'est vraiment, vraiment douloureux. C'est comme perdre un membre de ta famille. Je sais qu'il y a des gens qui le voient pas comme ça, mais c'est comme perdre un membre de ta famille. Des fois, c'est même c'est quelqu'un qui était avec quelqu'un. Je veux dire, c'est comme ton bébé ou c'est ton enfant. Il était là toute ta vie. Là. Genre, pas toute ta vie, mais une bonne partie de ta vie là, pendant longtemps. Là, puis t'en prends soin comme un enfant. Là. Fait qu'il y a des gens, tu sais, c'est des fois beaucoup plus douloureux que, mettons, un membre de ta famille que tu parlais plus ou moins ou que tu n'étais pas tant proche. Fait que je pense des fois, on se sent un petit peu incompris ou les gens autour peuvent minimiser le deuil animalier. Ça fait tout aussi mal là, que de perdre un être humain, quelqu'un de proche de nous. Là. Fait que c'est ça. Là, puis tu sais, même, il y a des jobs aussi que... Je me rappelle quand j'avais perdu mon autre chien à ma job, quand ils ont su ça, ma boss, ma superviseure était juste comme, ils apprennent off. Il y a des jobs où ils sont vraiment, vraiment cool avec ça, qui comprennent totalement, puis sont genre pour les chiens et les chats. Puis il y a d'autres qui sont comme, c'est juste un animal. Mais c'est pas juste un animal. Oh que non. C'est beaucoup plus que ça. Mais bref, c'est ça. Je voulais partager cette histoire-là parce que sûrement que, tu sais, ça peut résonner avec quelqu'un ou juste de parler de deuil ou de deuil animalier. C'est drôle parce que ma dernière invitée, on parlait de deuil, là. Puis j'ai enregistré avec une médium après, puis on parlait de la mort puis du deuil, tu sais, puis c'était toute une coïncidence. Fait que c'est ce que je vis et j'apprends petit à petit à vivre avec ça, à composer avec le vide chez moi. C'est ça. Fait que là, ça fait combien de temps? Là? Et ça fait presque 1 heure et demie que j'ose. Fait que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à ma saga du Mexique. Oui, j'ai pas fini. Oui, le Mexique, c'est vrai. Attendez. Fait que là, oui, mais la 24 heures avant, le soir, juste avant que j'aille faire les montgolfières à 4 heures ish du matin, parce qu'il fallait que je parte très tôt, pour aller faire le tour en montgolfière. Je me rappelle que j'étais couchée, là, imagine, là, je suis toute seule dans Airbnb, là, puis qui a l'air très moderne, by the way, aussi, là, fait que je comprenais pas trop. Et là, j'ai mon masque pour les yeux, j'ai des bouchons dans les oreilles, parce que la rue est quand même bruyante, là. Surtout les soirs de vendredi, samedi soir, là, c'était quelque chose. Tout d'un coup, à 00:37, la télé s'allume, puis avec le son tout, là. Puis j'avais jamais allumé la télé avant, là. Fait que là, tout d'un coup, ça fait la télé s'allume, le son. Puis là, je suis comme ah! Là, je me lève, j'enlève mon masque pour les yeux pour dormir. Puis là, je suis juste comme what? Et j'ai eu peur, là. Genre, après ça, j'ai éteint la télé, puis j'ai déplugué ça, là. Je dis, oh, que non, ça arrivera plus, là. Mais ça a scrappé ma nuit de sommeil, là. Ben raide, là. Fait que là, j'avais un rhume. Là, j'ai mal dormi. Je m'en vais faire le tour en montgolfière à 4 heures du matin. Après ça, je fais le bar tour. Après ça, le lendemain, je vomis. Après ça, le soir, j'apprends que ma chienne va se faire euthanasier. Elle décède. Après ça, je sais pas comment j'ai fait pour dormir. Après ça, je me lève le matin vraiment tôt. Je commence à pleurer ma vie encore. Après ça, je continue ma journée. Et là, oui, c'est vrai, j'ai cancellé mon pub crawl là, du samedi soir parce que j'étais comme... J'ai vu clairement que la vie était comme là, tu vas ralentir, fille. Tu vas ralentir. Puis j'ai pris le message parce que c'est ça. Tout arrivait pour faire comme là, arrête. Là. C'est comme chill, relax, explore, pas obligé de tout faire sur ta liste. Pas tant important. Fais ce que tu peux, là.
j'ai appris une bonne leçon durant ce voyage-là. Fait que je voulais vous partager ça. Que des fois, la vie a fait exprès de tout mettre en place pour que tu ralentis parce que tu t'es pas écouté avant. Puis je pense que c'est ça aussi. J'essaie de m'écouter le plus possible, mais là, ça faisait un bout, j'ai oublié de m'écouter. Puis là, quand tu t'écoutes pas, ben la vie fait en sorte que elle va exagérer puis elle va rendre ça encore plus loud pour que finalement tu réalises que, OK, là, c'est vrai, il faut que je ralentis. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, j'espère que ça vous a plu cet épisode. C'était vraiment très, très, très... Mon Dieu, j'ai pleuré un petit peu. Ça a été émotif. C'était très, très, très personnel, très vulnérable. Wow. Mais ça a fait du bien. C'est très cathartique. En tout cas, c'était bien le fun de vous jaser, de vous faire une petite update sur ma vie personnelle, puis les leçons que j'ai apprises, puis ce que ça l'a éveillé en moi. Et on se retrouve pour une autre jasette honnêtement vraie la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Si ça a résonné avec toi, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse un avis. C'est la petite reconnaissance qui me permet de continuer et de faire grandir Honnêtement Vrai. N'oublie pas aussi de t'abonner à la page Instagram du podcast. On se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai. Puis avant qu'on se quitte, j'ai envie de te laisser avec une vérité. T'as jamais été pas assez. T'as juste cru à une illusion.